Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Hein. Euh, j'ai décidé de consacrer, ou on a décidé de consacrer le mois de juillet à un personnage important, incontournable, pourtant méconnu pour beaucoup, par beaucoup. Il s'agit de Kimpa Vita. Le 2 juillet 1706, Kimpa Vita, au royaume du Congo, était brûlée vive par les missionnaires capucins portugais. C'est de ça qu'on va parler en fait aujourd'hui, de son œuvre, de son parcours, de sa vie et de ce qu'il faut en retenir et de ce que ça donne comme leçon aujourd'hui. Moi, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, le Seigneur Lion. Je suis l'ambassadeur du soleil sur la terre. Oui, je le dis modestement, mais c'est vrai. Et donc, euh, aujourd'hui, il sera question de Kimpa Vita. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais présenter celui qui m'accompagne. C'est Carlos de Meduti TV qui va un peu nous resituer le contexte parce qu'on ne peut pas parler de Kimpa Vita sans parler du Congo. Voilà, Carlos, la parole est à toi. Ah, Otep, mon frère, Otep, vraiment, c'est vraiment un plaisir pour moi de Bolo. Mbolo Ani, à toute la famille qui regarde en ce moment. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir accepté ton invitation Oui. parce que tu fais partie d'un des monuments de notre pays, le Gabon. Donc, voilà. Si tu ne le sais pas, je te le dis. Hein. Voilà. Moi, quand je suis à l'étranger, je peux t'affirmer que Mauvaise Haleine, c'est un monument de la culture gabonaise. Bref, donc vraiment c'est un honneur pour moi. Et effectivement, je suis vraiment très fier, via ma chaîne, donc Meduti TV, d'être partenaire de cet événement-là. Et voilà, en tout cas, je suis vraiment très, très fier d'avoir accepté ton invitation. C'est un plaisir de te recevoir, Carlos. Ah, merci la famille, merci. Oui, donc pour répondre à ta question, en fait, j'ai vraiment envie de poser le contexte, c'est-à-dire d'inscrire le Congo, qui est justement l'empire qui a connu Kimpa Vita, donc d'expliquer un peu, on va dire, pas la genèse vraiment de l'empire Congo, ça ce sera l'objet d'un autre live, mais vraiment poser le contexte, le cadre géopolitique historique autour de l'empire Congo. Mais je vais essayer d'être très, très bref pour pouvoir justement te céder la On va aller dans parole. les grandes lignes et de toute façon, à la fin de la communication, on va donner des références, des titres, des ouvrages où tout le monde peut. Tout à fait. À toi, Carlos. Tue-nous. Alors, donc, voilà. Donc, alors, je vais devoir commencer justement une présentation. Alors, ma présentation, normalement, elle s'appelle, c'est une présentation que je vais faire prochainement avec un frère qui s'appelle Mikombi Manfundi. On va faire ça pour le nouvel Ankemite, donc qui va se passer au courant du mois prochain, en fait. Donc, ça, ce sera vraiment une version condensée. Précisons, Oui, oui. je disais précisons à ceux qui nous écoutent qu'il y aura beaucoup de termes techniques comme ça, hein, kémite, mais on va être explicatif à la fin de toute façon. Au fur et à mesure qu'on va avancer, vous comprendrez. En tout cas, on continue, Carlos. Je m'excuse d'avance hein, pour le côté un peu technique. Non, non. Mais non. voilà, c'est tellement important que j'ai jugé utile vraiment de délivrer l'information depuis la source. On va penser à tout le monde. Ne t'inquiète pas, on va penser à tout le monde. Kémites, voilà, donc on se dit pas juste kémite, on se réfère à la civilisation kémite. Bref, donc la présentation s'appelle De la nature monétaire. Bon, je veux pas m'étendre là-dessus. Le plus important, c'est vraiment Kimpa Vita. Voilà. Donc,
pour aller rapidement, alors, je remercie vraiment les Kamites du Gabon. La communauté Kamite est une communauté très jeune, naissante, et vraiment, il y a beaucoup de talent et il y a beaucoup, ça donne beaucoup d'espoir, en fait, au mouvement de renaissance Kamite au Gabon. Donc là, je suis avec quelques-uns, c'est pas exhaustif. Voilà, il y a le frère Mikombi Manfundi, il y a le frère Nyama Nyama, euh, le frère Gabriel Tchale, le frère Koufou et le frère Wankiyama. Ils font vraiment un travail magnifique. Forme, oui. Tu as posé une question? Ah, ok. Non, non. Ok, d'accord. Excuse-moi, j'ai entendu un bruit, donc je pensais que tu voulais intervenir. Donc, le frère Koufou et le frère Wonkiyama, vraiment, je leur passe mon big up parce que le travail qu'ils font au Gabon est vraiment extraordinaire. Ils sont en train de former toute une génération à la connaissance kémite. Et ça, vraiment, je leur tire mon chapeau. Et voilà, en tout cas. Donc, je suis aussi membre d'une organisation qui s'appelle Collectif aux Arts. Voilà, on est plutôt basé à Paris. Et bon, bref, en tout cas, c'était juste pour me présenter rapidement. Et je suis aussi le fondateur de la chaîne Medutic TV, qui est partenaire de l'événement. Voilà. Donc, alors, souvent, le débat qui pollue un peu cette thématique, en tout cas autour de l'Égypte antique, c'est que les égyptologues, ils savent très bien situer Kémet, d'accord? C'est le premier hiéroglyphe là, donc c'est KMT, Kémet. Donc, ils savent que c'est l'Égypte antique. Donc, c'est là, c'est ça, il n'y a pas de problème. Le deuxième hiéroglyphe, c'est Tasseti. C'est la Nubie, en fait. Ils savent pointer où est la Nubie. Ça, il n'y a pas de problème. Même s'il y a des petites discussions sur ouais, est-ce que c'est noir, pas noir, la Nubie, est-ce que c'est la Nubie qui a généré l'Égypte, etc. Bon, en tout cas, vous allez comprendre que du point de vue des falsificateurs, ils n'ont pas intérêt à ce que le point de vue africain s'impose, en fait. Bref. Par contre, dans le texte égyptien, il y a le terme tanéter. Et le terme tanéter, ça les gêne. Pourquoi? Parce que tanéter veut dire la terre de Dieu. Et ça, ils le savent. Or, ça les gêne parce que, alors attendez, si déjà l'Égypte est en haut, la Nubie en bas, où se trouve la terre de Dieu? Ce que les Égyptiens appellent la terre de Dieu, serait-ce chez les nègres? No way, non, impossible. Pour le falsificateur, c'est inacceptable. Comment la terre de ceux qui ont construit les pyramides, la terre qu'ils considèrent comme la terre de Dieu, et certains même dans certains papyrus, ils parlent de leur origine, ce serait chez les nègres. Il est hors de question. Donc le mouvement des égyptologues occidentaux, européens, sémites aussi, qui sont dans cette logique de falsification, ils ont trouvé ça intolérable que Tanéter, on le place en dessous, c'est-à-dire là où il y a ce qu'ils appellent les nègres. Voilà. Et donc, pour ces gens-là, Dieu, il est où? Pour eux, où est la terre de Dieu? Dieu, il se trouve où? À ton avis, mon frère Matt? Pour le sémite et l'européen, Dieu, il est où? Est-ce qu'il est chez les nègres? Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Dieu, il est au Moyen-Orient. Eh oui, Dieu, il est voilà, au Moyen-Orient, tout à fait. Selon la Bible, le Coran, etc., Dieu, il est au Moyen-Orient. Donc, il est hors de question que Dieu soit chez les nègres. D'où le problème qu'ils ont, en fait, c'est de se dire, alors attendez, comment on va faire pour mettre que Dieu est au Moyen-Orient? La terre de Dieu, c'est le Moyen-Orient. Alors que les papyrus égyptiens disent qu'ils ont pris le bateau. Donc, ça veut dire qu'ils sont descendus, en fait. Donc, comment faire pour qu'en même temps, mettre en accord le fait qu'ils ont pris le bateau pour aller à la terre de Dieu, mais en même temps, la terre de Dieu, c'est le Moyen-Orient. C'est là que la falsification
rentrent en ligne de compte. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ça, c'est un exemple qui résume très bien le point de vue des falsificateurs, en fait. Donc, c'est un travail qui a été fait par ce monsieur, OK, avec toutes ces personnes-là, hein, comme tu peux voir, il y a des Européens, il y a des Sémites, hein, Mahmoud, Mourad, etc. Ça, c'est leur point de vue, parce que Dieu est au Moyen-Orient. Donc, quand le pharaon est parti à la terre de Dieu, là, ils sont même contradictoires, parce que le pharaon, il veut aller au Moyen-Orient, il n'a qu'à passer par le canal de Suez. Et puis, c'est terminé. Mais ils ont fait tout un trajet en disant, ouais, en fait, en prenant le bateau, il a pris la mer. Il y en a qui disent qu'il a pris la mer Rouge, voilà, pour après aller en Asie, là-bas, c'est la terre de Dieu. Alors, ils ne savent pas, est-ce que c'est la première, la deuxième, la troisième, la quatrième flèche? Ils ne savent pas trop, en fait. Hein? Il y en a qui disent que, non, 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 il a pris il a bien pris le Nil, mais il s'est arrêté à mi-chemin, hein, avec tous les bateaux qu'on va voir tout à l'heure, et ils ont transporté les bateaux jusqu'à la mer Rouge, pour après aller en Asie. Mais pour aller en Asie, vous pensez que le pharaon ne va pas passer par le canal de Suez? Ils vont faire tout un trajet inutile. Bon. En tout cas, ça, c'est le point de vue des falsificateurs. J'essaie d'accélérer. En tout cas, on rentrera dans les détails vraiment quand je ferai la conférence avec le frère Moufoumbi. Mais là, j'essaie d'accélérer. Et là, normalement, donc, c'est un extrait de la vidéo de la conférence de notre très cher professeur Jean-Charles Couvi-Gomez, plus connu sous le nom de Couvi-Rekmirin. Donc, je vais jouer la vidéo et on va voir justement comment il synthétise le point de vue des Kamites, en fait. J'ai dit point de vue des Shemsou Diop, c'est-à-dire des suivants de Diop. Donc, voilà. Le royaume du Congo, qui a été fondé vers l'an 300. 300, c'est-à-dire l'Égypte antique n'était pas totalement tombée encore. Qui est contemporain de la culture des Sao, de Pourtour du Tchad, qui est contemporain de la culture de Nok, dans la région qu'on appelle Igbo Oku, dans l'antichambre du Nigeria. C'est une des cultures un des royaumes les plus anciens d'Afrique. Mais, ce dont je vais parler, c'est pas ça. Je vais parler de Congo Katiopa. Kovi va parler de Congo Katiopa. Qu'est-ce que ça veut dire Congo Katiopa? Congo Katiopa, c'est la période préhistorique et précoce au cours de laquelle l'homme africain a élaboré la tradition spirituelle primordiale Congo. Donc avant l'éclosion du royaume du Congo, il a existé des millénaires de sédimentation du génie spirituel de l'homme africain à travers une tradition primordiale. On va être explicite. Congo Katiopa, c'est quoi? C'est les chants Dialou. Les chants Dialou que Homère va appeler plus tard. Homère était contemporain du pharaon Tchabaka. Nous sommes donc en moins 700 avant notre ère. La civilisation nègre était déjà multimillénaire. Homère va reprendre ça pour dire les Champs-Élysées. Parce que lorsque vous regardez la région des Grands Lacs, il y a une correspondance immédiate avec ce que les égyptologues appellent le paradis égyptien. Et la tombe où on voit la région des Grands Lacs, et on voit quelqu'un venir après avoir surmonté toutes les épreuves dans l'au-delà.
c'est un grand dignitaire de l'Égypte antique qui s'appelait Sanou Adjamou et que les égyptologues appellent Sénédjem. C'est un nègre qui s'appelle Sanou Djamou. Sanou Adjamou. Voilà. Ce n'est pas des noms sémitiques, ça. Ni indo-européens, ça. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans cet univers que les anciens Égyptiens n'ont jamais oublié. Parce que les anciens Égyptiens savent que leurs ancêtres venaient de Congo Katioba. C'est ça que Kofi veut dire ce soir. Vous croyez que les anciens Égyptiens ne savaient pas ça? Quand les anciens Égyptiens disent que il ne peut pas y avoir une initiation s'il n'y a pas le prêtre Zama, le prêtre Zuma, comme Jacob Zuma, le prêtre Souma, le prêtre Sémé, le prêtre Sama, c'est le prêtre Sem. C'est lui qui porte le léopard. Et le léopard vient du bassin du Congo. Il n'y a pas de léopard en Égypte. Il n'y a pas de léopard en Nubie. Il n'y a pas de léopard là-bas. Et vous voyez bien que les Zoulous aussi portent ça. Vous voyez aussi que les gens du Kenya portent ça. C'est le cas effectivement de Jomo Kenyatta. Il portait ça parce qu'il était initié. Et il raconte son initiation dans un ouvrage que nous allons un jour étudier, qui s'appelle Au pied du mont Kenya. Ok. Donc, je vais à la slide suivante. Voilà. Alors, donc, comme j'ai dit, comme vous venez d'écouter le professeur Gomez, tout de suite, il pose le contexte. Tout de suite, contrairement au falsificateur, il amène justement cette civilisation au Congo. Voilà. Qu'il appelle Congo Katiopa, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Donc, qui s'appelle Congo Katiopa d'ailleurs. C'est pas il l'appelle, mais ça s'appelle comme ça. En tout cas, les pharaons ont été fascinés par aussi un royaume qu'ils appellent Punt. OK? Enfin, qui s'appelait Punt. Hein? Ils appelaient Punt comme, ils voyaient Punt comme une terre d'abondance. Et elle était surtout connue comme faisant partie de Taneter. Et Taneter, c'est la terre de Dieu. La fameuse terre qui ne veut pas que ce soit chez les nègres. Donc, comme les anciens Égyptiens utilisaient beaucoup le langage figuratif, ils ont reproduit Taneter sous forme de terre imaginaire. C'est-à-dire que la terre qu'il y avait sur le territoire, là où il y a le Congo, etc., eh bien, sur les papyrus, ils ont dessiné une terre imaginaire qui, comme étant le reflet idéalisé de la terre planétaire, en fait. Une sorte de paradis qu'ils rejoindraient donc après leur mort, en fait. Ça s'appelle les champs de Yalou. Et dans la vidéo, comme l'a dit notre professeur Gomez, il a bien dit que le Congo, c'est le reflet, en tout cas, c'est les champs de Yalou, quoi, en reflet, voilà, en miroir. Donc, voilà. Et vous pouvez voir aussi, voilà, comment ils l'ont dessiné. Ça, c'est extrait d'un papyrus dont parlait le professeur Gomez. Et donc, l'idée vraiment, c'était de reproduire la verdure, en fait, les arbres, les plantes. En fait, c'est la forêt légendaire. C'est ça la forêt. Il y a la forêt réelle. Eh bien, ils ont imaginé une forêt légendaire. Voilà. Donc, comment dire ça? Tout art de parler, de conter, de raconter, etc. Les histoires, c'était pour faire vraiment correspondre en miroir la forêt légendaire et la forêt réelle. Eh bien, c'est ça que les conteurs qui jouent la harpe et tout, comme on va voir tout à l'heure, qui jouent la harpe et tout, en fait, ils sont en train d'employer un langage figuratif où ils sont inspirés par l'idéal, donc le monde imaginaire, pour parler aux gens du monde réel, en fait. Donc, ça remonte depuis l'Égypte antique. Voilà. Donc, je reviens sur, justement, le Punt. Punt, justement, pour résoudre la question
où se trouve Tanéter, où se trouve Tanéter. Eh bien, les Égyptiens savaient que Punt était dans Tanéter. D'où ils faisaient l'équivalence Punt et Tanéter. Donc, en fait, si tu trouves où se trouve Punt, eh bien, tu trouves où se trouve Tanéter, en fait. Donc, c'est ce que j'ai essayé de résumer un peu. Pour ceux qui sont intéressés par le côté un peu technique, je suis désolé vraiment d'ennuyer les gens pour l'instant, mais pour ceux qui sont intéressés par le côté technique, on fera un live avec le frère Monfumbi. Et donc, vous serez satisfaits. Les gens comment? Les gens quoi? Tout ça sera clarifié au fur et à mesure qu'on va avancer dans la communication. Ne vous inquiétez pas. Je suis vraiment désolé, mais bon, en tout cas, je vais essayer d'accélérer pour ne pas trop vous ennuyer et vous laisser en compagnie de Matt Seigneur Lyon, parce que le plus important, c'est ce qui va nous délivrer. Donc voilà. Donc ce pharaon-là, qui est à la 5e dynastie, on est à moins de 2500. C'est-à-dire que le Diego Cao, le Portugais, qui est venu au Congo, qui a trouvé le roi Nzinga Kourou, on est en 1482, je crois. Voilà, en 1482, c'est là que les Portugais arrivent au Congo. Donc là, on est pratiquement 3882 ans avant Nzinga Kourou, enfin avant la rencontre de Diego Cao et de Nzinga Kourou. Donc on est pratiquement 4000 ans avant l'Empire Congo, en fait. Enfin, tel que connu de nous, quoi. Eh bien là, pendant cette période-là, ce roi, il envoie les gens au Congo. Enfin, dans la zone de Tanéter. Voilà. Alors, eh bien, les voilà. Aux sources du Nil. Aux sources du Nil, merci. Aux sources du Nil, exactement. Voilà. Au fin de l'Ouganda. Toute la région, justement, qui inclut l'Ouganda, le Congo, Tanzanie, jusqu'au Tchad, jusqu'au Gabon. Toute cette région-là, c'était Tanéter. Eh bien, là, vous voyez bien comment le pharaon s'est armé. Le cœur de l'Afrique, quoi. Pardon? Le cœur de l'Afrique, quoi. Le cœur de l'Afrique centrale. Le cœur de l'Afrique centrale. Et centrale de l'Est et du Sud. Voilà. Et donc... L'Afrique. C'est ça. Et donc, vous voyez bien que le pharaon envoyait tous ces bateaux-là que vous voyez en dessous, d'accord? Entre parenthèses, de toute façon, on verra sur la slide après. Ce sont ces bateaux-là que le pharaon est censé avoir transportés. Il s'arrête au milieu du Nil, il transporte jusqu'à la mer Rouge pour aller trouver la terre de Dieu en Asie. Les falsificateurs, ils ont un sérieux problème. Il y a un sérieux problème de logique. En tout cas, dans notre paradigme, ils ont descendu jusqu'aux sources du Nil pour ramener certaines richesses comme l'arbre, l'arbre en sang là, que j'ai représenté. Vous voyez bien comment le pharaon est là, en admiration devant tous ces arbres qui viennent de la terre de Dieu. Il est en admiration. Hein? Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça prouve que les falsificateurs sont dans une contradiction extraordinaire. Voilà. Pour eux, en fait, vous avez vu les bateaux qu'utilisait le pharaon. Eh bien, certains disent qu'il est descendu du Nil et puis il s'est arrêté là et il a pris tous ces bateaux pour marcher jusqu'à la mer Rouge et à la mer Rouge et après pour aller vers la terre de Dieu. Donc, c'est complètement farfelu. Enfin, j'accélère. Voilà, donc je passe aussi là, c'est un peu la même chose, où je montre l'arbre en sang qu'ils ont ramené de Punt. Voilà. Ensuite, donc, si vous voulez trouver des arbres, regardez toutes les richesses que c'est pas le seul pharaon. Hein. Plusieurs pharaons ont fait ce voyage à Punt pour ramener tout ce que j'ai listé là. Voilà, les arbres, le bois de belle, la myrrhe, les défenses d'éléphants, la lazuli, les paons, le singe. Si vous voulez prendre tout ça, vous allez chercher ça où? En Asie? Ça m'étonnerait. C'est plutôt dans cette zone verte-là que
que le pharaon va aller chercher tout ça. Donc, le point de vue kamite, il est logique. Le pharaon descend le Nil pour aller chercher tout ça. Il va pas aller vers l'Asie, etc. OK, j'accélère, pardon. Ensuite, donc, il y a ce pharaon-là, Pépi II, qui envoyait les gens dans une terre aussi qui s'appelle Yam. Donc, là, on a vu Punt, on a vu Yam. Là, c'est Yam. OK? Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que de Yam, donc c'est Herkouf, le mec s'appelle Herkouf, celui qui l'envoie là-bas, il revient avec qui? Donc ça, c'est le courrier que le pharaon a écrit à celui qui l'a envoyé. Voilà. Il dit, tu dis aussi que tu ramènes un pygmée, semblable au pygmée qu'a rapporté de Punt, le trésorier du dieu, en tout cas Baouled, au temps du roi Izizi. Donc, à la 5e dynastie, on a ramené un pygmée de Punt. Et là, on ramène un pygmée. En tout cas, lui, il est parti à Yam, mais peut-être qu'il n'a pas pris vraiment à Yam, ou peut-être un peu plus loin, mais il ramène lui aussi un pygmée. Mais à quoi ça correspond géographiquement aujourd'hui, Yam? En fait, bon, il y en a qui disent que oui, Yam c'est le Soudan. En tout cas, Yam, c'est dans la région de Tanéter. Okay. C'est-à-dire dans la région Afrique centrale et du Sud. D'accord. Voilà. Et il y a, par exemple, le professeur Abou Bakri Moussalam qui situe Yam en Centrafrique. D'accord. Parce que justement, les pygmées qu'on ramène, c'est les pygmées. En Centrafrique, le nom de pygmée là-bas, c'est le pygmée Aka. Or, la terre dans... Oui, comme j'ai écrit en noir là, le pharaon dit, voilà, reviens donc vers le nord à la résidence. Laisse tout et amène avec toi ce pygmée que tu as rapporté du pays des habitants de l'horizon. Donc, en fait, dans les Médous, c'est d'après le professeur Abou Bakri Moussalam, c'est le pays des Akou. Donc, il fait le parallèle entre les pygmées Aka et le pays des Akou, d'où on a ramené le pygmée du pays des Akou. Donc, les Aka, Akou. Et donc, lui, il donne cette hypothèse-là que Yam pourrait être dans la région Centrafrique, en fait. Voilà, juste pour répondre à ta question, mais j'accélère. Okay. J'accélère pour ne pas trop ennuyer. Donc, voilà. Ensuite, bon, il y a Hatshepsut, mais je vais accélérer parce que je veux vraiment arriver au Congo, en fait. Je ne veux pas ennuyer les gens avec l'Égypte antique. Donc, juste, je résume. Il y a le site Lissapo Yakama. Il y a le site Ankh Online, j'ai oublié de citer tout à l'heure. Les sources, c'est vraiment le site Ankh Online, le site lissapoyakama.com. Et voilà la conclusion de Lissapo Yakama. Je passe la démonstration, on détaillera tout ça dans le live qu'on fera. Donc, il dit, le pays divin de Punt, la terre la plus sacrée des Égyptiens anciens, était donc, selon toute probabilité, bel et bien dans les Grands Lacs, avec possiblement une localisation précise en Ouganda. On est toujours dans cette région de Tanéter, de l'Afrique centrale et du Sud. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des pygmées. Donc, les pharaons ramenaient des pygmées de la terre sacrée, en fait. Or, où est-ce qu'on trouve les pygmées aujourd'hui? Eh bien, c'est dans la partie grise, là. Regardez tous les pays où il y a les pygmées, c'est la partie grise. Et tous les pays, justement, où il y a la forêt, c'est la partie verte. Dans cette région-là, où il y a la forêt dense, la partie verte. Or, on sait, pour tous ceux qui connaissent les pygmées, qui connaissent un peu les habitudes, ils aiment la forêt. Donc, tout ça pour dire que dans la partie verte que j'ai dit tout à l'heure, hein, le sud, eh bien, c'est cette partie-là, on est encore plus précis. Donc, on est en train d'arriver vers le bassin du Congo.
D'où le fait que la terre des dieux, ce que disait le professeur Gomez tout à l'heure, est vrai, est complètement vrai. OK? Donc, le pharaon savait que c'était dans cette région-là, que c'était la terre de Amon, la terre de Amon-Ré. Et le pygmée, c'était ils appelaient ça le danseur de Amon. Donc, les pygmées étaient respectés. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on est un peu raciste vis-à-vis d'eux. Les pygmées étaient respectés par Pharaon. Bref. Tu voulais ajouter quelque chose, mon frère? Non, 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 continue, poursuis. OK. Donc, voilà. Alors, une divinité importante dans la civilisation pharaonique, c'est la divinité Bès. OK? Donc, cette divinité très importante et vraiment très, très centrale dans la civilisation pharaonique, eh bien, cette divinité, comme par hasard, elle ressemble à un pygmée petite taille. Bon, ben, là j'ai mis ses attributs. Donc, il y a le Bès guerrier. Et quiconque connaît les pygmées, il sait très bien que les pygmées ont toujours c'est leur arme, ça, la flèche et l'arc. Okay? Donc, toujours ce côté un peu guerrier. Ce n'est pas les seuls peuples comme ça, mais je veux dire, quand j'additionne la taille, le côté guerrier, l'habitation dans la forêt, dans la région de Tanéter, bon, il y a quand même beaucoup de coïncidences, en fait, qui accréditent plutôt la thèse de Tanéter plutôt dans l'Afrique centrale. En tout cas, dans la région autour du Congo. Voilà. OK. Donc, une autre attribut du dieu Bès, justement, c'est le dieu, on va dire, musicien, en fait. D'où l'importance de la musique et l'importance de la cithare, de la harpe sacrée. Hein? Comme tu l'as dit avec le frère lors des communions, vous détenez la harpe sacrée. C'est ça, en fait. Et ça, quand vous voyez même les attributs des pygmées, ils ont tous les... C'est comme si vraiment, sans le savoir, ils étaient en train d'appliquer le rituel de la divinité Bès de l'Égypte antique. Voilà. Sans le savoir. Bah, je ne sais pas si c'est sans le savoir, mais voilà, je ne veux pas me mouiller, quoi, c'est tout. Peut-être qu'ils le savent, effectivement. Donc, voilà. Ouais, bon, j'essaie d'accélérer. Donc, quand on fait la somme de tous ces arguments-là, eh bien, on ne peut que mettre cette zone-là ici. Voilà. Cette zone-là, c'est ici, comme on a vu tout à l'heure. Et vous voyez bien que la forêt du bassin du Congo, elle vient, donc il y a le RDC, Congo-Brazza, Cameroun, Guinée équatoriale et Gabon. Donc, toutes les forêts qui font partie de cet ensemble de forêts-là constituent la forêt réelle de Tanéter, en fait. Et donc, c'est cette forêt-là qui a inspiré, comment dire ça, la description de la forêt légendaire dont j'ai parlé tout à l'heure, du paradis. Donc, ça, c'est la forêt réelle, et on a la forêt légendaire. Et au Gabon, une des forêts réelles qui est vraiment représentative, on va dire, de la forêt authentique, c'est la forêt des abeilles. Donc, on a la forêt des abeilles réelle et la forêt légendaire des abeilles. Voilà. Les abeilles sont là, elles t'écoutent. C'est ça même. Donc, vraiment, Mauvaise Haleine nous a vraiment mis sur la bonne voie, en fait. Quand vous avez parlé justement de la harpe sacrée, etc., vous étiez sur la bonne voie, en fait. Donc, on ne le savait pas encore. Voilà. Là, maintenant, quand on va dans les hiéroglyphes, waouh! On dit, mais les gars de Mauvaise Haleine, ils lisaient les Médounétaires depuis longtemps, en fait. Alors, juste pour finir ma présentation,
J'espère vraiment que ça ne va pas avoir ennuyé les téléspectateurs, enfin, les fans de Mauvais Élève. Donc, vous avez vu, hein, on arrive vers le Congo. OK? Tout ça est centré vers le Congo. Et juste pour dire un mot sur l'histoire du Congo, même si je sais que le frère Matt Seigneur Lyon, justement, quand il va faire sa présentation, il va développer tout ça. Mais juste pour faire un petit résumé, là, j'ai mis 3 images. J'ai mis le roi Dinga Kougou. Ça, c'est des images que les Portugais eux-mêmes, ils ont fait. Hein. Voilà, les tableaux qu'ils ont fait, les protagonistes de l'époque. Hein. Voilà. D'accord. Là, c'est le roi à gauche, c'est le roi qu'ils ont trouvé, Dinga Kougou. Donc, la bande à Diego Cao et tous ces Portugais-là l'ont trouvé là. Eh bien, ils sont arrivés hypocritement, c'est-à-dire qu'ils se sont agenouillés devant ce roi-là, Dinga Kougou. Il y a des images, c'est juste parce que je ne voulais pas ennuyer les téléspectateurs, mais pour ceux qui voudront, dans la longue conférence, on va montrer les détails. Il y a des tableaux que eux-mêmes, les Portugais, ont décidé où on les voit s'agenouiller, manger la terre devant le roi du Congo. Vraiment. Donc, ils ne sont pas arrivés en mode guerrier. Le roi voit des gens qui viennent ramper à ses pieds. Bon, il ne va pas taper ces gens-là, quoi. Donc, ils sont restés, ils sont venus en paix, entre guillemets, mais hypocritement, ils sont restés. Et le roi, bon voilà, pensant bien faire, s'est dit, bon, ok, si vous êtes venus en paix, vous cherchez quoi? Un endroit où vous résidez à un moment donné, puis vous partez. Bon, bah, allez-y, prenez cette place-là dans mon empire. Voilà comment les Portugais sont restés un petit temps au Congo jusqu'à la mort de ce roi, en fait. Et c'est quand ce roi est mort qu'ils ont montré leur vrai visage. Et ils ont fait le premier coup d'État de l'histoire du Congo. C'est-à-dire que l'héritier du trône, qui s'appelle Mpanzwa Nzinga, devait prendre le trône et ils ont convaincu un autre fils de Nzinga Kourou, qui s'appelle Nzinga Bemba, qui était un peu plus... Enfin, c'était l'aîné, en fait. C'était l'aîné, mais ce n'était pas l'héritier légitime. Le Conseil des anciens avait élu Mpanzwa Nzinga. Eh bien, les Portugais se sont mis derrière Nzinga Kourou pour faire un coup d'État à Mpanzwa Nzinga. Voilà. Et je crois qu'ils l'ont tué, ils l'ont décapité, etc., etc. Et donc, depuis cette époque-là, j'oublie de mentionner qu'ils ont bien sûr, ils ont converti les rois. Depuis Nzinga Kourou s'est converti parce que c'était stratégique. Il s'est dit, OK, bon, bah, ça ne me gêne pas. Vous voulez que je me convertisse? Comme ça, mais comme dit notre professeur Bouambabon, si je me convertis, bah, du coup, vous ne ferez pas du mal à ma population puisqu'ils sont tous chrétiens. Voilà. Donc, vous ne viendrez pas faire l'esclavage seulement. Voilà. Sauf qu'à la mort de ce roi-là, eh bien, les Portugais ont montré leur vrai visage. Ils ont fait le premier coup d'État. Et depuis cette période, que les rois fidèles aux Portugais, entre guillemets. Et les Portugais ont pu ramasser des esclaves pour les amener en Amérique, etc., etc. Jusqu'à ce roi-là, Vita Kanga. C'est le premier roi qui s'est dit, non, c'est fini là. Les Portugais, c'est terminé. Et il a décidé de ramasser tous les soldats de l'Empire pour faire la guerre aux Portugais. C'est la bataille d'Ambuila. Je sais que tu vas développer ça un peu plus tard. Eh bien, pendant cette bataille d'Ambuila est née celle que j'ai mis à droite, Kimpa Vita. Kimpa Vita est née pendant la bataille d'Ambuila. C'est déjà un signe. Et donc, quand elle a grandi, etc., elle s'est initiée. Et quand elle s'est initiée à un rite qui s'appelle le Kimpasi, eh bien, quand elle s'est initiée, elle a vu ce roi-là, en fait. Elle a vu son ancêtre, en fait. Et elle a voulu vraiment, elle s'est dit, bon, d'où son nom, Kimpa Vita. Le Vita vient de Vita Kanga. Et Kimpa vient du Kimpasi dans lequel elle s'est initiée. Donc, même son nom donne déjà sa mission, en fait, de combat. Voilà. Voilà comment cette grande dame qui avait pour rêve justement de restaurer le Congo comme le voulait Vita Kanga, hein, qu'on appelle Don Antonio, hein, son nom de chrétien, de colon,
c'est Don Antonio. D'où le mouvement Kipa Vita a lancé en référence à ce roi-là, on appelle ça les Antoniens. Ouais. Antoniens. Et voilà. Donc, en tout cas, je voulais juste poser le cadre avant justement de te rendre la parole, mon frère. En tout cas, c'était un plaisir pour moi d'intervenir dans ton live. Et encore un gros big up qui te supporte. Continuez à le supporter, supporter Mauvaise Haleine parce que vous rendez fiers tous les Gabonais qui ne sont pas au Gabon, qui sont à l'extérieur comme moi. Je suis fier de ce que vous faites. Voilà, merci. Merci, Carlos. Carlos vient de nous situer donc le contexte, en fait, puisqu'on va parler du Congo. Et il était question un peu de dégager, de clarifier de quoi on parle. Voilà. Donc, on est parti de l'ancienne Égypte, on a dressé comment on va dire, le fil conducteur jusqu'au Congo, jusqu'en Afrique centrale. Le Congo, la terre sainte, le Congo, la terre des dieux, comme on dit. Le Congo, d'où sont nés les premiers hommes. On parle du Congo, en fait, on parle de toute la région qui entoure les sources du Nil, donc des confins de l'Ouganda jusqu'au Kenya, la Tanzanie, du Congo, évidemment. C'est toute cette zone-là. En réalité, l'Afrique centrale. Donc, il paraît que la vie est née là. Voilà. Donc, le Congo, terre sainte, je pense que la chose porte bien son nom. Merci, Carlos. Merci, Carlos. Au top, mon frère. Au top, on est ensemble. Merci, merci, merci. On te recevra encore la prochaine fois avec plaisir. Ce sera vraiment avec plaisir. En tout cas, au revoir, big up, au revoir à tout le monde qui suit. Continuez à supporter Matt Seigneur Léon. C'est un talent pour le Gabon. C'est une richesse pour le Gabon. Matt Seigneur Léon, lors de Comindon, vraiment continuez à les supporter. En tout cas, je suis fier. Merci. Merci. Allez, au revoir, mon frère. Bon, cahier. Aïe, au top, au top.